Buonasera a tutti. Bonsoir à toutes et tous. Excusez-nous de ce retard. Je suis Sylvie Blandel, vice-ambassadeur. J'ai l'honneur de vous donner la bienvenue ici au Palais Farnèse pour notre 5e rendez-vous du cycle Intelligence, l'initiative de l'Institut français Italie et de l'ambassade de France. Ce projet explore les implications de l'intelligence artificielle à partir de perspectives différentes, scientifiques, éthiques et culturelles. Depuis septembre à décembre 2024, grâce à un programme très riche et articulé, nous avons organisé des événements, non seulement ici au Palais Farnèse, mais également dans différentes antennes du réseau de l'Institut français Italie et auprès de partenaires tels que l'Université de Bologne, de Turin, l'Université La Sapienza et le Festival des sciences de Gênes. L'apport de chacun a rendu possible cette expérience pluridisciplinaire et participative. Au cours des 4 premières rencontres, nous avons exploré l'intelligence artificielle sous différents angles. Quelle en est la définition, quelles en sont les applications, les risques qu'elle entraîne et les questions éthiques qu'elle soulève, en plus de son impact sur notre quotidien et sur les relations interpersonnelles. Lors de la dernière rencontre qui s'est tenue le 5 novembre, nous nous sommes penchés sur les aspects scientifiques de cette révolution technologique. Nous avons accueilli 2 experts, M. Cesare Bianchi et M. Francis Bach. Ce soir, nous allons aborder un thème passionnant, le lien étroit entre l'intelligence artificielle et la créativité artistique. Grâce aux technologies de machine learning et aux réseaux neuronaux, l'intelligence artificielle peut non seulement analyser et réinterpréter des styles artistiques, mais elle peut également créer des œuvres originales et collaborer avec des êtres humains. Ce dialogue entre l'homme et la machine met au défi notre conception traditionnelle de la créativité. Cela pose des questions profondes sur l'authenticité, la propriété intellectuelle et le rôle de l'artiste lui-même. L'intelligence artificielle enrichit le monde de l'art en ouvrant de nouvelles possibilités, mais elle stimule également un débat philosophique et culturel de grande envergure. Pour approfondir ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Caroline Seller, directrice artistique, ingénieure visuelle, auteure auteur de notre logo. Monsieur Vittorio Loreto, directeur de Sony Computer Science Laboratories de Rome et professeur à l'Université de La Sapienza, et en distanciel, Monsieur Antonio Somaini, professeur à la Sorbonne Nouvelle. Le débat sera modéré par Monsieur Marco Manta, producteur, animateur de Radio 3 Sciences, que je remercie d'ores et déjà pour son apport précieux. Je voudrais donner la bienvenue la plus chaleureuse aux jeunes musiciennes italiennes et françaises que nous accueillons aujourd'hui dans le cadre du programme Exequa, organisé en collaboration avec Artifarty et le festival Spring Attitude, et aux jeunes Français qui, tout au long de la semaine, ont connu le système culturel italien grâce au programme ICC Immersion. C'est avec plaisir que je donne la parole à Gilles Pécaud, président de la Bibliothèque nationale de France, pour une intervention d'introduction. Je vous souhaite une soirée riche en inspiration et en nouvelles perspectives. Merci.
Monsieur le Premier conseiller, Madame la conseillère culturelle, Mesdames et Messieurs, l'importante et interessante. Ce cycle de rencontres de l'ambassade et de l'Institut français est très intéressant. Il est consacré à l'intelligence artificielle. Il nous fait entrer de plein pied dans le cœur de l'énigme de l'IA, pour citer le titre d'un livre qui est l'un des plus stimulants sur l'intelligence artificielle. Le livre Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, publié en 2023 par Martin Andler, qui, je crois, sera prochainement invité à votre séminaire. Énigme ou contradiction? En fait, dans le discours commun et dans la tradition philosophique, le lien entre l'intelligence et l'art n'est pas considéré comme un fait acquis, même si, paradoxalement, ce lien est plus évident entre la technique et la création artistique. Mais c'est un autre problème. Toujours est-il que la création artistique définit plutôt, comme cela a été rappelé, la sphère autonome et spécifique qui nous renvoie à Prométhée de l'intelligence humaine. C'est une antithèse apparente du fameux algorithme. Et nous savons fort bien que quand on parle de l'intelligence artificielle, la métaphore, du moins en France, mais il en va de même partout, la métaphore serait l'algorithme. Métaphore que les experts ce soir, dont les experts montreront que c'est l'intelligence artificielle qui nous permettra de surmonter cette contradiction in terminis. Je suis toujours très honorée de participer au dialogue du Farnèse, mais les organisateurs m'ont proposé de faire quelques commentaires en guise d'introduction, non moins en tant qu'historien que en tant que président de la Bibliothèque nationale de France, lié aux politiques publiques du ministère de la Culture français. Donc, 3 remarques d'introduction brèves sur ces réflexions portent sur la réflexion en général et sur la bibliothèque en particulier. Je voudrais partir de l'actualité de l'intelligence artificielle en France. L'actualité à la fois scientifique et institutionnelle. En mars dernier, nos autorités ont reçu un dernier rapport sur l'intelligence artificielle rédigé par Philippe Ayon et collègues, celui-ci professeur économiste au Collège de France. Parmi les 25 recommandations du rapport et les 7 priorités, il y a l'intelligence artificielle doit assurer l'accès au contenu culturel dans le respect de la propriété intellectuelle. Quelques semaines plus tard, le président de la République, M. Macron, dans son deuxième discours de la Sorbonne, dont le thème central était l'Europe, a affirmé que l'intelligence artificielle est peut-être le premier des 5 secteurs prioritaires pour renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Pour me résumer, d'un point de vue institutionnel et politique, l'intelligence artificielle a, avec la culture, une double relation. Vecteur de démocratisation des contenus culturels, donc l'accès, et outil du renforcement de nos industries culturelles et créatives, les ECC, qui viennent d'être évoquées. Dans le sillage de ce qui précède, en France, nous avons décidé d'organiser un sommet international sur l'intelligence artificielle qui se tiendra à Paris en février 2025. Avec un volet important consacré à la culture. Au moins 2 jours dans le cadre de ce sommet seront consacrés à la culture au sens large, donc sciences sociales, sciences humaines, art, culture,
Et pendant ces 2 jours, en tant que président de la Bibliothèque nationale, je peux vous assurer que la bibliothèque sera l'un des lieux principaux d'accueil et de promotion d'initiatives en la matière. Ceci pour dire que ce n'est pas une découverte, mais on a l'intention, au niveau des politiques culturelles, on comprend l'importance de traiter la thématique de l'intelligence artificielle, de la culture, de l'art, pour mettre en évidence de nouvelles potentialités, mais également pour, pour rassurer l'opinion publique. En ce qui concerne les perspectives et le potentiel, et ce sera là ma deuxième remarque, je voudrais faire brièvement allusion à la Bibliothèque de France, qui a rédigé une cartographie des priorités en termes d'intelligence artificielle. La bibliothèque n'est certes pas un lieu de création artistique, loin de là, mais s'agissant de la première bibliothèque du patrimoine français, la deuxième ou la troisième au niveau mondial, elle est liée à la création artistique sous une forme très claire. Primo, parce que l'intelligence artificielle, au sens de, et je cite, tout ce qui permet l'amélioration de la sphère numérique, la fameuse numérisphère, cela aide la création. Et comment? En facilitant l'utilisation des corpus, y compris par le biais de la dite notion de découvrabilité. Il suffit de penser que la découvrabilité permet de découvrir quelque chose que l'on n'a pas cherché. Ce serait là une bonne définition de la création artistique. Trouver quelque chose que l'on ne cherchait pas. Et à la BNF, les programmes d'intelligence artificielle permettent précisément une meilleure identification des textes, des métadonnées, des textes iconographiques. Maintenant, nous traitons 10 millions de documents et nous aurons la possibilité d'identifier l'iconographie et les métadonnées. Nous avons mené des recherches sur les corpus numériques. Nous savons qu'il est très difficile de retrouver une image. Donc, les images, par sédimentation, aident la création artistique. Si nous acceptons l'idée que la création artistique peut fonctionner par sédimentation, qu'elle peut se nourrir d'un matériel littéraire et iconographique, alors l'utilisation instrumentale de l'IA devient un vecteur pour faciliter et promouvoir la création artistique. Et dans ce contexte, la Bibliothèque nationale développe des occasions pour mettre les créateurs, écrivains, artistes au contact de ces outils et des collections. Ainsi, a-t-on récemment inauguré le système des résidences numériques pour accueillir des chercheurs, des savants, des artistes liés aux industries culturelles. Je sais que ce modèle n'est pas l'apanage de la Bibliothèque nationale. De la même manière, l'intelligence artificielle peut aider la création grâce à un accès spécifique au corpus, comme c'est le cas dans notre projet récent de créer une plateforme francophone pour entraîner l'intelligence artificielle générative. Et si nous tirons les conséquences de cela sur l'utilisation des corpus, il y aurait peut-être de la place pour une création artistique et littéraire semi-mimétique qui peut s'avérer utile pour la réalisation d'œuvres littéraires inachevées. Par exemple, en France, le groupe Théâtre Molière à la Sorbonne ou d'autres académiciens souhaitent travailler avec des scientifiques pour la production nouvelle de textes qui appartiennent au patrimoine littéraire et dont les auteurs n'existent plus, sont
déjà morts. Et donc la question est de savoir si, dans une telle situation, il s'agit d'une utilisation ancillaire de l'IA ou s'il s'agit plutôt de remettre de l'ordre dans quelque chose qui existait déjà. Parce que accomplir des ouvrages inachevés, on l'a toujours fait. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des moyens, la possibilité de faire cela par le biais de l'intelligence artificielle. Et pour conclure, je voudrais brièvement insister sur le fait que, grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes en présence d'un nouveau régime de création qui, certes, réduit les délais, surtout dans l'itération qui fait partie de la création, mais cela nous amène à redéfinir la question de l'authenticité, de l'autorité et de la spécificité de l'auteur. Le risque a été souligné, et donc je dis des choses banales. Et le risque concerne certains métiers liés à la production artistique dans le domaine du livre. Les traducteurs littéraires ou les traducteurs d'essais se sentent menacés. Et nous le savons fort bien. Et les auteurs se sentent menacés pour ce qui est des droits, des corpus de l'IA générative. Et la chaîne de la fabrication du livre se sent, elle aussi, menacée. Mais le risque concerne également la réaction du public face à l'essence de l'œuvre. Je ne dis pas face à l'existence de l'œuvre, mais à sa genèse. Bref, la question que l'on peut se poser est de savoir qui est l'auteur d'une œuvre. Le problème n'est pas de mettre en question l'existence de l'œuvre ou sa qualité, mais sa genèse. Et ce risque est effacé par les mécanismes de transparence. Quand la création artificielle est clairement assumée, alors nous savons bien de quoi il s'agit. Et nous en avons un exemple avec l'affaire des portraits de la famille Bellamy que vous avez peut-être présent à l'esprit. C'est une affaire connue, des portraits sur le modèle des portraits de la fin du 18e, début 19e siècle. Vous en reparlerez. Ces portraits ont été produits par l'IA du collectif français Obvious Connaissance. Ces portraits, vous pouvez les voir si vous ne les connaissez déjà. Il s'agit de toute une série de portraits réalisés à 100% par l'intelligence artificielle. Et la signature est intéressante. La signature, c'est l'algorithme. Je ne suis pas un expert d'algorithme. Je vous assure que cet algorithme il faut remettre en valeur la signature artificielle de l'algorithme. L'un de ces portraits a été vendu par Christie's ou Sotheby's, je ne sais pas, pour un demi-million de dollars, sachant qu'un algorithme avait signé le portrait. La différence était que tout était transparent. Tout le monde savait de quoi il s'agissait. Certes, il s'agit là d'un cas extrême, mais avec ce groupe de savants qui s'efforcent de concilier l'art et la technologie et l'intelligence artificielle, et il faudrait soumettre deux postulats aux scientifiques. L'intelligence artificielle dans le domaine de la création artistique n'est pas autonome, même si elle est capable de générer des processus de production de création artistique. La question que je me pose, sans être un expert, consiste à identifier le rôle de l'artiste dans cette chaîne et, par voie de conséquence, le fait d'accepter une grande mutation
de l'auteur et de l'artiste. Une autre considération préalable sous forme de question est encore plus importante, quoique simple. Sommes-nous vraiment prêts? Sommes-nous vraiment capables d'endiguer, de enrayer l'intelligence artificielle selon le principe de subsidiarité exprimé par Handler? Dit Handler, est plus proche d'une forme de subsidiarité, ne faire appel à l'intelligence artificielle que lorsque sa contribution nette est positive. Chiamare l'intelligenza Et faire appel à l'intelligence artificielle seulement si nous sommes sûrs que son apport sera positif. Mais est-ce que cela est possible? Est-ce que cette analyse est possible dans le domaine de la création artistique? Peut-être c'est une question à laquelle que je me permets de poser aux experts qui sont ici réunis ce soir. Merci. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette rencontre, à ce dialogue. Je remercie d'abord Gilles Pécaud pour les suggestions intéressantes, les réflexions fort intéressantes qu'ils nous ont offertes. Il est très intéressant et rassurant de voir qu'il y a tant de personnes intéressées à ce sujet, parce qu'il faut vraiment faire en sorte que le débat public soit aussi ouvert que possible pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Et donc, l'ambassade de France et l'Institut français s'inscrivent justement dans cette volonté. Le dialogue de ce soir est très propice à ce débat parce que nous avons trois spécialistes qui participent à ce dialogue. Une artiste, Caroline Zeller, qui travaille au quotidien dès le début sur les modèles d'IA générative. Ensuite, nous avons un spécialiste de culture visuelle, Antonio Somaini, qui participe à distance. Bienvenue, Antonio Somaini. Il se trouve aux États-Unis ce soir. Au cours de ces dernières années, Somaini s'est penché sur l'impact des modèles d'intelligence artificielle générative et de la vision artificielle. Et puis, un physicien des systèmes complexes, le professeur Loreto, qui depuis des années s'occupe de la frontière qui sépare la science et la technologie et la créativité humaine. Ce soir, nous essaierons d'aborder tout un tas de sujets qui sont liés les uns aux autres. Quand on parle d'art, d'intelligence artificielle, de créativité. Mais nous pouvons tout de même essayer d'éviter la narration dominante concernant l'IA en tant que menace qui ôte l'emploi des gens, mais nous pouvons peut-être réfléchir à la co-création de l'intelligence augmentée dont on parle souvent, c'est-à-dire s'interroger pour savoir si on peut vraiment essayer une collaboration entre l'homme et la machine dans la création artistique, sans pour autant négliger les aspects qui viennent d'être soulignés et qui concernent le grand pouvoir des plateformes numériques, le problème de la propriété intellectuelle et d'autres sujets qui seront développés à travers les interventions de ce soir. Nous allons commencer par Caroline Zeller. Je lui laisse la parole. Je lui laisse le micro. Merci beaucoup pour cette invitation.
Voilà. Moi, j'ai une pratique artistique des IA génératives. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours depuis 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que je travaille avec des IA. Et comment je suis passée un peu de l'émerveillement aussi à une sorte de désillusion, de désenchantement. Donc voilà, c'était un petit peu 2022-2023, c'était cette période où tout était nouveau, tout était très fascinant. Et 2024, c'est un petit peu autre chose, surtout par rapport aux plateformes que j'utilise. Donc cette image, c'est la toute première image que j'ai créée avec une IA générative de text to image. Donc vous voyez, c'est ce texte que j'ai rentré qui a permis de générer une image. Donc c'est un type d'IA parmi d'autres. Donc j'ai trouvé ça assez fascinant de pouvoir créer avec du texte, de créer des images à partir de texte. C'est une façon complètement différente d'imaginer, d'activer sa créativité. Donc moi je viens en fait, j'ai fait une école d'art, j'ai fait de la typographie aussi, donc ce lien texte-image, c'était quelque chose que je trouvais hyper intéressant et du coup j'ai exploré ça tout de suite. Donc je me suis vraiment focalisée sur ces IA de génération d'images. J'en ai essayé un certain nombre et je me suis surtout arrêtée sur une IA en particulier qui est Midjourney, qui est une IA propriétaire, donc, qui a été créée en 2022. Et voilà, ça c'est je vais vous présenter quelques projets. Ça c'est un projet que j'ai réalisé pour Google, pour les 25 ans de Google. C'était en septembre 2023. Donc imaginez les 25 prochaines années de Google à travers 25 visuels. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de pouvoir voilà, proposer des visuels qui sortent complètement du cadre de ma pratique à moi. J'ai plutôt une pratique à la photo, un peu dessin, mais pas assez aboutie. En fait, je suis toujours limitée par des outils. Et par exemple, là, c'était plutôt de la 3D. Et me dire que techniquement, je n'étais pas limitée, c'était assez incroyable. Donc, c'est ça aussi qui m'a fascinée. Donc, voilà. Et pas être limité techniquement, mais aussi pas être limité dans ce que je peux travailler. Donc, par exemple, j'ai fait toute une série sur mes rêves. Donc, il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui permettent d'imaginer, de visualiser ces rêves. Donc, voilà, le matin, je me posais devant mon ordinateur et je travaillais mes prompts. Donc, ces prompts, c'est ces textes, ces requêtes textuelles qu'on envoie, qu'on donne à une IA pour générer des images. Donc, voilà, j'ai trouvé ça fascinant que je puisse faire ça. C'était pas possible avant pour moi, en tout cas pas par exemple à mon niveau technique de peinture. J'aurais peut-être pu faire ça en peinture, mais il m'aurait peut-être fallu encore 10 ans de pratique. Donc ça c'est des projets. Donc, le dernier c'était pour les 25 ans de Google, donc, qui a été présenté là-bas l'année dernière, et celui-ci a été présenté en Belgique, à Melbourne, et en ce moment il est à Hong Kong. Voilà. Donc j'ai travaillé de cette façon-là. Ça c'est aussi le rapport au vivant, et c'était des sujets qui m'intéressaient. Donc je vais pas forcément tout dévoiler voilà, comme ça, mais c'est les visuels sur lesquels j'ai travaillé et qui m'ont porté. Donc ce que je trouvais intéressant aussi, c'est moi j'ai pas l'impression en fait de travailler avec une machine intelligente. J'ai plutôt l'impression de créer avec l'ensemble de ma culture visuelle. Et c'est comme si, en fait, quand je travaille, je vais activer certaines choses dans cet énorme espace. Et donc, toute ma culture, donc, photographique, picturale, tout ce que j'aime, en fait, qui m'inspire, en fait, je peux l'ajouter dans mes prompts. Donc, c'est une sorte de remix, en fait, de tout ce que je vois, tout ce qui m'inspire. Et je trouve qu'en fait, c'est aussi très en rapport avec le processus créatif de chacun, qui consiste à combiner des choses, à s'inspirer et à apporter aussi son expérience. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Et donc un de mes derniers projets, c'était une pochette d'album pour Jean-Benoît Dunkel, qui est le cofondateur du groupe R. Et c'est une collaboration qui a eu lieu entre le Palais de Chaillot et l'Opéra de Lyon pour un ballet
avec une centaine d'acrobates qui a été montré au Panthéon et puis aussi aux Nuits à Lyon et puis à Annecy. Donc voilà, c'était vraiment transposer des émotions sous une forme visuelle et activer en tout cas des choses qui m'intéressaient et garder ces aberrations de l'IA qui m'intéressaient beaucoup et aussi travailler un médium qui serait impossible autrement en fait. Voilà, je vais passer quand même pour avancer. Et là, je voulais vous présenter du coup le processus créatif derrière un visuel, donc ce visuel que vous voyez ici. Donc le texte que vous voyez en dessous, c'est le texte que j'ai rentré dans la machine. Donc vous voyez qu'il y a... donc c'est pour montrer concrètement comment ça fonctionne, et ce qui est en fait vraiment d'une simplicité assez incroyable, et en même temps c'est très très complexe. Donc vous voyez qu'il y a un sujet, c'est le buste d'un homme. Il y a aussi une matière, donc ce verre transparent. Il y a un environnement, donc le fond blanc. Un type de médium, donc ce côté hologramme minimaliste, et puis ensuite encore un certain nombre de descripteurs et la lumière aussi. Donc j'ai utilisé l'image de gauche que vous voyez. Donc ça prend, il y a un processus de diffusion, ça prend à peu près 10 secondes. Donc j'ai cliqué sur l'image, je l'ai sélectionnée. Donc c'est aussi un processus de curation. Donc parmi l'ensemble des propositions que l'IA va vous faire, vous allez en sélectionner une. Et après, celle-là, je l'ai modifiée. Donc j'ai fait une sorte de remix. C'est une des fonctionnalités. Donc m'appuyer sur cette image et ensuite aller la modifier. Et donc vous voyez que là, j'ai enlevé mon personnage, mon sujet, et j'ai mis dans une boîte. Parce qu'en fait, ce que je voulais montrer, c'était la dématérialisation de l'homme et représenter un peu cette idée d'interface et en même temps d'enfermement, parce que et puis de boîtes transparentes. Et donc, c'était des notions que je trouvais assez intéressantes à présenter. Donc voilà, c'est très très simple et en même temps, voilà, si vous essayez les prompts, en fait, vous verrez que vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats, que peut-être que ça sera mieux même, peut-être que vous direz, j'aurais fait un meilleur poster et c'est génial. C'est ça qui est super, c'est le côté complètement démocratique de ces outils. Et donc, deuxième partie, c'est l'impression de un certain désenchantement depuis quelques mois où je me rends compte que cet outil que j'utilise est propriétaire. Donc, il y a un ensemble de choses que je ne connais pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le dataset ? Donc, vous savez peut-être qu'il y a un ensemble de problèmes en fait, d'artistes. Toutes ces IA ont été entraînées sur une propriété, donc des œuvres d'artistes qui ont été rentrées dans le système. Et là, il y a un document qui a fuité, et donc c'est 16 000 artistes qui peuvent être en fait cités aussi dans les prompts. Vous pouvez mettre le nom d'un artiste et ensuite activer leur travail à travers ces prompts. Il y a aussi les questions de qui a travaillé sur ces systèmes. On ne sait pas qui est à l'origine de tous ces algorithmes qu'on utilise, et aussi la question de l'empreinte écologique. Ça, pareil, moi je pose régulièrement la question, j'ai jamais de réponse donc, sur ces 3 points, malheureusement, donc c'est problématique. Ce qui n'est pas le cas, je crois qu'on y reviendra, il y a d'autres outils aussi qui sont open source. Ce qui me pose question aussi, c'est donc sur cette plateforme que j'utilise, c'est les tâches qu'on me donne ou qu'on donne aux utilisateurs. Donc il y a un certain nombre de tâches où on me demande par exemple d'effectuer un travail pour la plateforme, où on me demande de cliquer et de dire quelle image est-ce que je préfère et aussi quel prompt est le plus adapté à l'image que je vois. Et donc pour moi ça se rapporte un peu à un travail de travailleur du clic. Vous voyez ce travail de sélection, de nettoyage de données. Et donc ce travail en plus, il est monétisé. Si on fait partie des 2000 personnes qui ont mieux ranké, on a droit à 1 heure de génération gratuite qui équivaut à $4. Donc sachant que par exemple OpenAI qui embauche des travailleurs du clic au Kenya les paie $2. Donc moi je suis d'une certaine façon travailleuse du clic et je gagne $4 par jour si je travaille bien, si je fais partie des 2000 élus. Donc voilà, ça me pose problème parce que je me dis en tant qu'artiste, est-ce que j'ai envie d'être considérée comme une travailleuse du clic ? Et ensuite, donc une dernière partie,
c'est cette question de data. Il y a toute une partie de collecte de data qui est organisée par cette plateforme, des data démographiques, des choses sur mes valeurs et aussi sur ma personnalité. Et vous voyez que là, ce qui est collecté, c'est 200 informations, 200 caractéristiques de ma personnalité. Et donc ça, c'est monétisé aussi. Et c'est $8. Ça équivaut à $8. Donc, d'après Midjourney, c'est des informations qui restent confidentielles et qui ne sont pas exploitées commercialement. Mais ça pose quand même problème. Quand j'ai un crayon dans les mains, je ne me demande pas ce qu'il connaît de moi. Voilà, il y a des choses quand même qui me questionnent. Et là, je voulais vous montrer aussi la galerie de David. Donc, en fait, quand vous créez sur cette plateforme, vous avez une galerie qui présente toutes vos images. Et donc, David est le créateur de Midjourney. Donc, j'ai sélectionné quelques images que j'ai vues sur sa galerie, parce que j'ai trouvé comment accéder à ces galeries. Donc, vous voyez, la première, c'est cette espèce d'homme voilà, très transhumaniste, en fait, je trouve. La deuxième aussi m'interpelle. Et la troisième, c'est une base sur la Lune. Et moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes et de créatifs sur cet outil. Et je trouve toujours très intéressant de me plonger dans leur univers. Je trouve que c'est assez révélateur. Et voilà, moi, c'est pas un univers qui me fait rêver, j'ai pas envie de me faire porter en fait dans cette vision du monde. Et donc le dernier point, c'est la question de droit. Donc je suis allée après un petit peu m'être questionnée sur tout ça. Je me suis aperçue que en fait il y avait une façon de définir les données personnelles qui était très particulière et qui sur cet outil, sur cette plateforme. Et ces données personnelles comprennent donc des choses comme mon adresse mail, mon adresse IP, mon poste, donc plein de choses comme ça, mais aussi mes prompts textuels et imagés et tous les contenus que j'ai pu mettre sur cette plateforme. Donc en fait, je me dis que déjà il y a le travail consenti et aussi en fait tout mon geste créatif, donc tout ce que j'actionne, parce que prompter c'est vraiment une sorte de pensée en action, c'est une pensée qui se déploie. Et donc voilà, la sélection que je fais, les mots que j'active, la façon dont je travaille, en fait tout ça, on le voit à travers ce processus. Et je me dis que mon processus créatif peut potentiellement être utilisé de façon commerciale. J'en ai discuté avec un avocat qui m'a dit qu'en effet, il y avait une définition un peu floue, qu'il y avait un flou juridique à ce niveau-là. Et donc, j'ai demandé à savoir, donc ça c'est un de mes droits apparemment, savoir si mes données avaient été utilisées. Et ça fait quelques jours que je n'ai pas de réponse, donc je ne sais pas, voilà où j'en suis. Donc, c'est un outil que je trouve absolument incroyable. Et moi, j'adore créer avec des mots, j'adore. Voilà, tous ces projets que j'ai faits, ça me porte et ça m'enthousiasme. Mais ce qui me pose question, c'est la plateforme que j'utilise et tout ce qu'il y a derrière. Voilà. J'espère que j'étais dans les temps. Merci beaucoup. Grazie Caroline, perché mi sembra riuscita a condividere sia. Merci d'avoir partagé ton enthousiasme pour une technologie habilitante pour un artiste. Et puis, les différentes utilisations au quotidien, les plateformes profitent du travail des artistes. C'est toutes les questions que cela peut poser. Je pense que l'intervention d'Antonio Somaini arrive à point nommé, car il va nous aider à mettre en perspective l'expérience, le témoignage de Caroline Seller. Et comment sommes-nous arrivés jusque-là? Comment les artistes utilisent et font face à ces nouvelles potentialités? Je lui laisse volontiers la parole. Est-ce que vous m'entendez? Très mal.
Oui, ça va mieux. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de cette invitation. C'est avec grand plaisir que j'ai suivi l'exposé de Caroline Zeller. Je prends la parole d'une double qualité en tant que chercheur qui est en train de travailler sur un projet pour l'Institut universitaire de France sur l'impact de l'IA sur la culture visuelle et sur les pratiques artistiques contemporaines. Donc une position de chercheur qui voudrait comprendre comment les technologies de l'IA sont en train de transformer le domaine des images et de la création avec les médias visuels et audiovisuels, d'une part. Et d'autre part, je m'exprime en tant qu'organisateur d'exposition parce que je suis en train d'organiser une grande exposition sur l'IA et l'art contemporain qui ouvrira au Jeu de Paume à Paris le 11 avril 2025. Cette exposition vise à dresser un premier bilan de la situation, ne serait-ce que jusqu'à maintenant, car il s'agit d'un domaine qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de se développer. Alors, je dirais qu'une distinction importante à faire quand on parle d'IA et d'art entre l'IA analytique d'une part et l'IA dite générative de l'autre. D'un côté, une intelligence artificielle conçue comme un ensemble de systèmes de reconnaissance, de classification et de contrôle, tout le domaine de la machine vision, computer vision, reconnaissance faciale, etc. Et d'autre part, l'IA générative comme tout un ensemble de systèmes d'algorithmes et de modèles capables de générer de nouvelles données, par exemple, de nouvelles images, de nouveaux textes, de nouvelles voix, sons, musique, et j'en passe, après avoir été entraîné et formé avec une grande quantité de données. Cette distinction nous permet de faire la part entre trois grandes phases au cours de ces dernières années. Les grandes phases de la relation entre les artistes et l'IA. La première phase date de 2010. Les artistes ont travaillé surtout sur des questions liées à l'IA analytique, autrement dit, le phénomène de la machine vision, reconnaissance faciale, etc. Un tournant s'est avéré au milieu des années 2010 avec la diffusion d'un algorithme appelé Deep Dream, puis les Adversarial Networks en 2014, qui ont commencé à faire connaître les possibilités de travail avec les algorithmes de l'IA. En 2022, nous avons assisté au lancement de toute une série de modèles, texte, images, et en 2023, texte to vidéo, comme c'est le cas cité par Caroline de Midjourney. Pendant la première phase, qui est celle d'artistes qui s'interrogeaient sur la présence à travers la culture visuelle et contemporaine de ce regard algorithmique capable d'identifier, de reconnaître, de nommer, de classifier des entités, des objets, des lieux présents dans les images ou de reconnaître des visages, des émotions, eh bien, la plupart des artistes pendant cette phase se sont surtout interrogés sur la dimension politique, éthique de ce nouveau type de regard, ce regard algorithmique non humain qui est en mesure d'analyser de très grandes quantités d'images numériques, y compris lorsque ces images ne se manifestent pas aux yeux de l'homme. Autant d'images que nous avons dans nos portables. S'ils sont accessibles en ligne, les images que nous téléchargeons dans les médias sociaux, même quand ils ne sont pas visibles aux yeux de l'homme et qui restent sur les écrans, mais ils peuvent être toujours analysés grâce à la machine vision. Et voilà que des artistes tels l'américain Haven ont réalisé toute une série de vidéos, installations, d'ouvrages, d'œuvres faites d'images fixes. Ils s'interrogeaient sur la différence entre le regard de l'homme, d'une part, et le regard de la machine vision de l'autre, et la capacité d'identifier parfaitement certains phénomènes et en même temps d'en ignorer d'autres selon l'entraînement et selon le modèle utilisé, mais également sur toutes les questions politiques et éthiques liées à ces systèmes de vision artificielle, tous les biais, les classifications qui introduisaient
comment dire, des préjugés de genre, de race, politique, etc. On a fait tout un travail d'approfondissement dans les datasets de ces modèles, le but étant de faire émerger toute la politique qui est inscrite dans ces datasets et dans toutes les associations complexes d'images et de mots qui sont à la base des datasets qui sont utilisés pour la formation, pour l'entraînement des modèles. Et donc, tout au long de cette phase, le rapport entre les artistes d'une part et l'IA de l'autre était surtout un rapport de dénonciation, d'analyse, un rapport dont le but était de dévoiler le fonctionnement de ces modèles et leur impact politique, social et éthique. Après, en 2014-15, ces algorithmes sont introduits. Deep Dream, qui reçoit une très grande attention de la part des médias, dans la mesure où, à partir d'une image telle que celle-ci, progressivement, on arrive à produire ces images, donc avoir une dimension d'hallucination. Il y a ce nom, Deep Dream, rêve profond, qui fait circuler toute une série de métaphores liées aux images générées par des modèles d'IA, tels les hallucinations, les rêves, l'imagination artificielle, etc. Et nous assistons également à la diffusion au niveau médiatique d'images comme celle-ci. Ce ne sont pas des images artistiques à proprement parler, en ce sens qu'il n'y a que rares sont les artistes qui revendiquent de telles images comme étant une œuvre d'art. Cependant, ces images ont un impact médiatique et commencent à circuler beaucoup grâce à l'Internet et grâce à des vidéos de musique, etc. Un tournant important a été marqué par le lancement en 2014 de ces Generative Adversarial Networks qui sont progressivement perfectionnés sous différentes versions et que, en l'espace de quelques années, peuvent générer des images telles cette image qui ressemble à des photos, à s'y méprendre, mais par contre, ces images ne correspondent à aucune personne prise en photo. Il y a un site This Person Does Not Exist, lancé en 2019. À chaque fois que l'on télécharge ce site, une nouvelle image apparaît. Mais c'est le visage de personne. D'où la grande question. Comment est-il possible d'utiliser l'IA pour arriver à produire des images si photoréalistes? Et la grande question de la circulation par Internet de toute une série d'images photoréalistes qui ne correspondent à aucune forme d'enregistrement optique par une caméra et qui font partie donc du grand domaine des deepfakes. En 2018, quelques artistes tels Mario Klingemann, Memories of Passerby, ou le collectif français Obvious, mentionné dans l'introduction, eh bien, ces groupes commencent à réaliser des images de ce genre, qui, dans certains cas, sont vendus à des chiffres faramineux. Christie's, Sotheby's, il y a un grand engouement, comme cela a été le cas pour les NFT. Et puis, d'autres artistes entrent en jeu, tels Trevor Paglen et d'autres, qui commencent à produire des images dans un but différent. Dans le cas de Paglen, il s'agit moins de célébrer la capacité créative de ces systèmes que de nous faire entrer, nous plonger dans les mécanismes de l'IA générative, les dits espaces latents de ces modèles, en tirant des images qui nous permettent, ne serait-ce qu'en partie, d'en avoir l'intuition du fonctionnement. En France, un artiste très important est Grégory Chatonsky. Il a commencé à réaliser ses œuvres en 2019, tel Second Earth. Il a commencé à théoriser une imagination artificielle, c'est-à-dire la capacité d'avoir des modèles d'IA qui ont été entraînés avec
d'immenses quantités d'images tirées de l'Internet avec d'énormes quantités de notre mémoire culturelle telle qu'elle s'est accumulée dans l'Internet pour produire des images qui ont un écho éloigné, comme c'est le cas d'images que nous avons du mal à reconnaître, mais qui n'en ont pas moins un côté humain qui nous étonne, nous surprend. Et puis, Hito Steyer, This is the Future, qui utilise un algorithme, Nest Frame Tradition Algorithm, capable de prédire le photogramme successif d'une vidéo et développe toute une réflexion sur le lien existant entre l'IA générative et toutes les formes de prédiction sociale, économique, climatique qui utilisent des modèles d'IA. En 2022, nous entrons dans une nouvelle phase, celle des modèles text-to-image et text-to-video, où l'on utilise des prompts pour générer des images avec des modèles tels Stable the Future, DALL-E, qui est totalement intégré dans ChatGPT, Midjourney ou encore les premiers modèles de création de vidéos text-to-video, génération d'images en mouvement par des prompts avec des modèles tels Agent 2 ou Sora, qui a été annoncé mais qui n'est pas encore disponible. Alors, j'ai fait un prompt très simple, A Conference on Artificial Intelligence and Art at Palazzo Farnese in Rome. Là, vous avez des images qui ressemblent à des clichés, à des stéréotypes. Très souvent, ces formes humanoïdes, transhumanistes, robotiques de l'IA. Et nous pouvons nous poser la question de savoir d'où viennent ces images, ces 4 images en particulier plutôt que d'autres images. D'où la raison réside dans les training sets qui ont été utilisés pour entraîner ces modèles. Par exemple, ce training set qui s'appelle Lion 5B, qui contient 5 milliards d'images et de textes s'y rapportant, y compris un sous-ensemble que les auteurs ont appelé Lion Aesthetics, qui contient des images que eux, les créateurs du dataset, ont considérées comme étant particulièrement intéressantes pour leur qualité esthétique, selon leurs critères. Ils les ont considérées comme étant particulièrement de bonne qualité. Et puis, des très grandes quantités d'images de stock que l'on peut trouver dans Adobe, et entre autres. Et ces images sont les fondements de l'IA générative et nous expliquent pourquoi, quand nous ouvrons ces modèles, tels Lexica, nous avons sous les yeux, on nous offre d'emblée des styles comme ceux que nous voyons ici et qui ont souvent tendance à avoir une dimension fortement stéréotypée. Eh bien, tout cela, Dieu merci, n'a pas empêché certains artistes de chercher dans les espaces latents de ces modèles des images tout à fait différentes, telles par exemple, pour prendre un exemple, les images générées par le directeur et écrivain Éric Bulot dans un projet appelé Le cinéma vivant, dont le point de départ est toute une série de scénarios du mouvement qui s'efforce de visualiser cette vision de cinéma utopique décrite par cet écrivain dans ses fragments, moyennant des images comme ceci. Ce sont des images très éloignées des stéréotypes que nous trouvons au départ. Et je voudrais conclure sur une autre approche très intéressante et récente, l'œuvre qui relève toujours de Chatonsky. Utiliser l'IA générative comme une manière pour réfléchir à nouveau sur le passé, sur les archives, sur l'histoire, dans un projet ayant pour titre La ville qui n'existait pas. Entre 2023 et 2025, Chatonsky décide de travailler sur la ville de Le Havre, qui a été détruite presque entièrement pendant les bombardements de 1944 et ensuite reconstruite selon un plan rationaliste par l'architecte Auguste Perret. C'est une ville qui est comme vous la voyez à l'écran. Chatonsky décide d'utiliser l'IA générative pour explorer une histoire alternative contrefactuelle de la ville de Le Havre. Et il produit une série d'images qui sont affichées comme de grandes images sur les parois des bâtiments ou comme des cartes postales distribuées à des dizaines de milliers d'exemplaires dans la ville, ou encore un film qui a pour titre Haven, qui s'efforce de raconter une histoire alternative de la ville du Havre et qui cherche dans le modèle latent
du modèle utilisé par Chatonsky, les traces d'un passé possible, les traces d'une série d'histoires qui auraient pu se réaliser, mais qui n'ont pas eu lieu. Eh bien, tout cela soulève des questions importantes, et je vais conclure rapidement. La question de comprendre si nous sommes, oui ou non, en présence d'un nouveau paradigme dans le domaine de l'art, d'un nouveau moyen d'art, démocratisation de la créativité. Je ne crois pas au discours sur la démocratisation. Il s'agit pour l'heure de modèles qui sont la propriété de sociétés privées et qui tendent à conditionner beaucoup le type d'image que l'on peut générer et celle que l'on ne peut pas générer. Mais nous sommes en présence d'un changement du rôle de l'artiste qui doit interagir avec des modèles qui ont un niveau d'automatisation très élevé, même s'il peut y avoir tout un travail sur les prompts, etc. Il y a des questions de droit d'auteur, évidemment, droit d'auteur des ouvrages d'artistes qui sont utilisés pour entraîner les modèles, mais également droit d'auteur des ouvrages produits. D'après certaines autorités, l'autorité américaine, une œuvre réalisée par le biais de ces modèles ne peut pas jouir de droits d'auteur. Et puis, il y a un autre aspect intéressant. Utiliser l'intelligence artificielle générative comme étant une manière pour explorer d'une manière différente notre passé, la mémoire culturelle, les traces de ce passé et de cette mémoire accumulées dans l'Internet. Je m'arrête là et je vais intervenir à nouveau pendant la discussion. Merci. Grazie davvero Antonio Somaini per questo excursus. Merci Antonio pour cet aperçu de l'intelligence artificielle générative qui nous a permis de connaître un peu l'essor des technologies habilitantes, c'est-à-dire des technologies qui permettent de produire de nouvelles formes d'art. Tu as évoqué à la fin de tes propos le fait que l'IA peut nous aider à explorer notre passé. Ça me fait penser aussi à ce que Gilles Pécou avait dit concernant l'exploration du patrimoine de livres, découvertes qu'on peut faire dans le cadre de la Bibliothèque nationale de France. Antonio Somaini a également donné un aperçu de ce qui est derrière. On parle souvent de black box, de boîte noire, parce qu'on ne connaît pas vraiment très bien les processus qui entrent en jeu quand on produit de nouveaux contenus à travers l'IA. Mais on peut creuser pour savoir ce qui entraîne et alimente l'IA. C'est le domaine de spécialisation du professeur Loreto qui nous fera mieux comprendre comment on peut travailler à la créativité qui arrive jusqu'à utiliser les corps dans le cadre de l'expérimentation qu'il est en train de développer avec son équipe, avec son groupe. Marco, d'abord, merci de cette présentation. Merci à vous toutes et tous. Merci à Monsieur l'ambassadeur, à l'attaché scientifique. Je suis vraiment heureux et honoré d'être là ce soir. Je voudrais vous conduire en promenade dans ce que nous appelons le possible contigu ou adjacent, c'est-à-dire un espace que nous explorons chaque fois que nous faisons l'expérience du nouveau. Créativité signifie rencontrer le nouveau dans toutes ses formes. Donc peut-être dans quelques minutes, vous comprendrez mieux ce que adjacent possible adjacent signifie. Je vais emprunter une distinction très connue entre le réel à gauche et le possible à droite. Le réel, c'est toutes les expériences que vous avez faites jusqu'à présent. Le possible, c'est toutes les expériences que vous pourriez faire à l'avenir. Ça se décline en différentes formes. À droite, il y a l'espace physique, des lieux que vous allez peut-être visiter, ou l'espace conceptuel,
les informations que vous allez peut-être acquérir, hein, ou l'espace biologique. Excusez-moi si cette image est horrible. C'est un virus, mais après le Covid, on est habitué à la prolifération de virus, de nouvelles espèces qui agissent sur notre système immunitaire. L'idée d'avoir l'espace du possible peut paraître très bien. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas cet espace. Si je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire dans les 24 heures qui suivent, je suis sûre que vous pourrez faire peut-être une liste détaillée. Mais ce n'est pas évident. Le fait de ne pas connaître cet espace est très important parce que depuis des millénaires, les hommes se posent le problème de la prévision de l'avenir pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir survivre. Typiquement, nous avons toujours utilisé la stratégie qui consiste à regarder vers le passé, se tourner vers le passé. Et nous espérons qu'une forme du passé pourra ressembler à l'avenir qui est devant nous. Mais ça ne marche pas toujours. Ça marche quand on doit prévoir les marées, mais ça ne marche pas quand on doit faire la prévision de la météo ou des prévisions concernant les voitures. Je vais vous montrer quelque chose qui est peut-être amusant, un article du The Guardian en 2017. Bon, on disait dans cet article que les voitures autonomes de Volvo étaient complètement arrêtées dans le désert d'Australie par la présence de kangourous. C'est-à-dire les voitures tombaient en panne devant les kangourous parce que la Volvo est une voiture suédoise. Donc, Volvo n'est pas entraîné pour connaître les kangourous. Voilà, donc la situation était assez difficile. Entre-temps, les ingénieurs de Volvo ont réglé le problème. Maintenant, les voitures autonomes Volvo savent ce que c'est qu'un kangourou, mais ils ne connaissent pas encore ce que le prochain kangourou va devenir. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui est non stationnaire, où les règles du jeu, la distribution de la probabilité qui est à la base de tous les mécanismes d'IA changent constamment. Les règles du jeu sont en train de changer. On entend parler de changement climatique. Bon, c'est la même chose. Mais même à l'échelle individuelle, nous, on n'est pas stationnaire. Nous changeons au fil du temps. Ce que nous voulons, ce que nous sommes, change au fil du temps. Il suffit de penser aux périodes artistiques de Picasso. S'il avait dû se baser sur les systèmes d'IA d'aujourd'hui, probablement, il n'aurait pas eu toutes les périodes artistiques qu'il a connues. Une notion importante est la notion de l'adjacent possible, du possible contigu. Stuart Kauffman est à l'origine de ça. Il pensait que la nature, dans son évolution, ne faisait pas de saut de bond et qu'elle utilisait les matériaux déjà disponibles en les recombinant. Donc, l'adjacent possible est tout ce qui se trouve à une certaine distance par rapport à ce que nous avons aujourd'hui et que l'on peut obtenir en recombinant le matériau existant. Je fais un exemple assez simple. Le petit point rouge et les points blancs, c'est vos réseaux d'amis, de connaissances. Alice, Bob, et puis vous rencontrez Anne, donc individu inconnu. Donc, l'espace du possible s'élargit, il augmente. Les amis de N peuvent être vos amis à vous dans un futur proche ou lointain. Donc, l'idée du possible adjacent, c'est qu'il s'agit d'un espace non statique qui change au fil du temps, qui s'élargit au fur et à mesure que vous l'explorez. J'aime penser que cette idée de l'adjacent possible était celle aussi de Philip Dick. Vous avez vu le film Minority Report, où il y avait les précogs, c'est-à-dire ceux qui essayent d'imaginer l'avenir. Eh bien, le point le plus lumineux correspond à l'avenir qui va se réaliser. Et puis, il y avait les autres qui essayaient de changer la distribution de la luminosité pour influencer les prédictions des autres. Il y a une théorie mathématique que nous avons développée récemment sur l'adjacent possible.
On peut faire des prévisions sur la fréquence d'expérimentation du nouveau, sur la fréquence de naissance de nouvelles modes. Mais nous avons par rapport à ça une double attitude. D'une part, il y a les conservateurs au sens positif, c'est-à-dire ceux qui tendent à suivre toujours les mêmes schémas en les améliorant peut-être. Et puis, il y a à droite les innovateurs, ceux qui empruntent de nouveaux chemins. Les sociétés fonctionnent parfaitement bien s'il y a les uns et les autres. S'il y avait dans une société uniquement des visionnaires, des innovateurs, elles seraient destinées à l'échec. Mais à ce point-là, on pourrait se poser la question de savoir qu'en est-il des machines? Est-ce qu'elles arrivent à explorer le nouveau, cet espace adjacent possible? Pour résumer, imaginez que cette ellipse en vert représente toute la connaissance qu'un système d'IA a appris, ChatGPT. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà utilisé ces systèmes. Dans cet espace, votre connaissance personnelle, ma connaissance personnelle est un tout petit point pratiquement invisible. En réalité, cet espace de connaissance du réseau peut être conçu comme une sorte de fromage gruyère, plein de trous. Il y a tout un tas de choses que les hommes n'ont jamais expérimentées dans ces trous. La connaissance de la machine correspond à la connaissance des humains. Eh bien, il y a tout un tas de choses que les humains n'ont pas encore expérimentées. Mais à travers les machines, grâce aux machines, grâce à quelques processus particuliers, on pourrait arriver à ces trous. Mais je pense que nous nous posons tous la question suivante. Les grandes découvertes, la relativité générale, Guernica, est-ce que ces découvertes peuvent être réalisées en recombinant le matériau existant ou pas? Nous, on pense qu'il s'agit là de bons énormes que l'humanité a accomplis. Mais Einstein ne considérait pas ceci comme une grande, la théorie de la relativité comme une grande découverte. Mais comment peut-on en arriver là? Il y a tout un travail de recherche qui nous permet de comprendre si les machines peuvent envisager et créer, imaginer un futur différent. Vous connaissez le challenge de la machine de Turing, c'est-à-dire des machines qui pourraient faire des découvertes scientifiques sensationnelles pour remporter le prix Nobel. Donc, c'est une compétition ouverte, un challenge ouvert. Le challenge finira en 2050 et aujourd'hui, on est vraiment très, très loin d'avoir une machine pouvant faire ce genre de découverte. Moi et mes collègues qui sont affichés et qui ne sont pas générés par Midjourney, ce sont des personnes réelles. Nous pensons plutôt à une sorte de créativité augmentée, c'est-à-dire l'idée que les machines peuvent aider les hommes à être plus créatifs. Quand on parle de créativité, pour moi, ce n'est pas seulement la création artistique, c'est également la capacité d'imaginer des solutions pour les grands problèmes que nous avons tous devant nous. Donc, il s'agit de faire une sorte d'équation assez banale entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. J'aime surtout un exemple de cela qui correspond à cette image. À droite, Isidole est le champion mondial du jeu du Go. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est en train de défier la machine réalisée par DeepMind. Ils ont joué 10 matchs, 10 parties. Et la Corée a déclaré qu'elle était en train de jouer pour l'humanité. Elle a perdu 4 matchs sur 5. Un match, elle a gagné parce qu'il a trouvé une solution que la machine a considérée tellement rare qu'elle a considéré
improbable. Donc la machine a amené et poussé l'homme à surmonter ses limites. Et ça, c'est un élément important. Les machines peuvent nous aider à rester humains, mais à augmenter également en même temps nos capacités. Pour conclure, je voudrais faire 2 exemples pour vous dire quelle est la direction possible. Le premier exemple, c'est un exemple symbolique, l'écriture. L'écriture est un processus très simple, n'est-ce pas? Mais pas vraiment, parce que l'écriture est un processus continu qui ne se termine jamais. Picasso disait que le tableau est terminé quand on peut juste le dégrader ou en détériorer la qualité. Donc, l'écriture est quelque chose de complexe. Et pourtant, nous avons l'impression que le texte, donc l'écriture, est un objet linéaire. En réalité, nous savons bien que derrière tout ça, il n'y a pas un processus linéaire. Il y a un article très intéressant d'un chercheur de Sheffield qui fait une comparaison entre le jardin de Borges et la théorie du chaos. C'est une histoire d'espionnage. Donc, il y a des bifurcations de l'histoire, donc des solutions possibles, des dénouements possibles. Eh bien, cette chercheuse fait tout un tas de comparaisons avec les systèmes chaotiques. Donc, peut-on vraiment étudier l'écriture dans sa complexité? Depuis quelques années, nous organisons des séminaires d'écriture évolutive. On l'a appelé comme cela, c'est-à-dire on commence par un texte donné, et puis ce texte évolue et se transforme. Par exemple, à gauche, vous avez la représentation d'un texte rédigé par un des stagiaires, donc le texte linéaire et la durée des modifications introduites au texte. Donc l'écriture n'est pas linéaire. On introduit des modifications, surtout dans la partie centrale, un peu moins dans la partie finale. Et à droite, vous avez une structure qui est encore apparemment simple, mais qui représente le processus qui est derrière la création. Donc, l'exemple de l'écriture est intéressant parce que on n'est pas vraiment paresseux quand on demande à ChatGPT d'écrire un texte. Les systèmes peuvent effectivement nous aider à explorer, à ne pas nous contenter du premier résultat. Elles peuvent nous amener à chercher un résultat qui soit meilleur. Et puis, il y a un autre exemple qui n'est pas du tout symbolique, c'est le mouvement lié au mouvement dans l'espace. La question générale est la suivante. À travers les machines, peut-on apprendre à mieux bouger pour l'expression artistique du corps ou pour des raisons complètement différentes? Donc, on a commencé à organiser des ateliers. Ici, c'est le Centre chorégraphique national de Aterballetto. Cette danseuse est en train de danser sur une musique et c'est la première fois qu'elle écoute cette musique. Donc, elle improvise, on va dire, sur cette musique. Avec les stagiaires et les chorégraphes, on s'est posé la question de savoir si on peut donner des indications aux danseurs pour qu'ils puissent ou elles puissent imaginer plusieurs façons d'explorer le mouvement. Donc, on utilise des caméras, on mesure les positions de toutes les articulations du corps. Et à un moment donné, la position du corps du danseur devient l'équivalent d'un mot du texte. Une séquence de positions, la chorégraphie, est une sorte de texte. Donc, nous sommes en train de construire un objet capable de faire des prévisions sur le mouvement suivant. Donc, en perspective, on voudrait aller dans la direction des miroirs intelligents. Un miroir qui ne montre pas seulement ce que je suis en train de faire, ce qui est intéressant, mais ce que je pourrais faire dans un proche avenir. En échangeant avec les chorégraphes, on a compris que c'est important parce
parfois les danseurs se bloquent à un moment donné et qu'ils deviennent, disons, qui sont dans une impasse pendant leur mouvement de danse. Donc, par exemple, si je pense à la réhabilitation après un accident, eh bien, ça peut être intéressant. Et puis, quand on parle de mouvements qui doivent être très précis, par exemple, pour un chirurgien, le fait d'apprendre certains mouvements ou de prévoir ces mouvements peut être très important. Voilà la salle de la cérémonie du thé que nous avons reproduit à Kyoto. L'une des familles qui, par tradition, s'occupe de cette cérémonie a demandé à un de nos collègues de Kyoto de reproduire les mouvements qu'on engage pendant la cérémonie du thé parce qu'ils ont du mal à transmettre cette tradition. Donc, ils veulent bien comprendre la structure de ces mouvements pour pouvoir la transmettre à leurs héritiers. Il y a beaucoup de caméras, beaucoup de capteurs dans cette salle pour justement capter ces mouvements de manière très précise. Donc, comme l'a dit Marco, il faut chercher les possibilités positives de l'intelligence artificielle, de la robotique. Et donc, cette collaboration pour la créativité augmentée me paraît potentiellement une très bonne nouvelle. Grazie davvero a Vittorio Loreto per aver... Merci Vittorio Loreto d'avoir mieux précisé cette idée de l'adjacent possible, l'espace que l'on peut explorer grâce au modèle d'intelligence artificielle. Nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition et par ailleurs, je voudrais ouvrir un débat après tous ces stimuli que nous ont offerts nos panélistes. Mais je voudrais vous poser des questions. Caroline, après avoir entendu cette présentation de Vittorio Loreto, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette image, dans cette description de l'intelligence artificielle qui peut nous pousser, qui peut inciter l'artiste à explorer des choses nouvelles, des choses inattendues auxquelles il n'avait jamais songé? Parce qu'en fait, nous avons tendance à avoir une idée de l'IA, l'idée de la paresse, parce qu'il y a toujours une réponse qui arrive. Par contre, pour la création artistique, c'est une incitation à explorer des territoires auxquels on n'avait jamais songé. Merci pour la question. Ça m'intéresse énormément parce que en fait, il y a un slide que j'ai pas mis et c'était exactement ça. C'était cette spatialisation et cette impression que voilà, c'est vraiment pour moi, prompter, c'est un peu se déplacer dans un espace et j'actionne des choses et puis après il y a une proposition que je prends ou pas. Je prends ce chemin. Je décide de ne pas prendre l'autoroute, mais d'aller me perdre quelque part là-bas, d'ouvrir des portes, d'en refermer, d'ouvrir des espaces, de les explorer, d'en refermer. Et donc, je trouvais qu'il y avait des choses assez incroyables et très justes, et en tout cas que moi je perçois dans ce processus. Et dans ce processus d'écriture, je trouve que l'écriture du prompt, c'est vraiment ça, et ce rapport aussi au mouvement que je trouvais hyper intéressant. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Et je me dis que spatialiser ce rapport, ce geste créatif dont je parlais tout à l'heure, ce serait voilà, quelque chose d'intéressant. Ça marche. Ah si, ça marche. Pardon. Et peut-être pas mettre en avant autant l'intelligence artificielle, parce que pour moi, c'est juste un espace dans lequel se promener. Et ce que je trouve intéressant, c'est plutôt l'intelligence humaine et comment on peut la découvrir sous un jour différent. Grazie Caroline Zeller. Merci Caroline Zeller. Je voudrais
m'adresser à M. Somaini. Il s'est posé une question à la fin de sa présentation. Il a dit, sommes-nous en présence d'un changement de paradigme dans le monde de l'art? Pendant le XXe siècle, nous avons pris l'habitude de la reproductibilité technique de l'art. Aujourd'hui, face au scénario que vous avez décrit et d'exploration réalisée par des artistes et sur la base des suggestions de Vittorio Loreto, pouvons-nous imaginer que nous sommes en présence, que nous sommes à un tournant, un point de rupture, ou est-ce tout simplement une évolution, un continuum avec le passé? Merci de cette question. En fait, c'est une question fondamentale. Je pense que, comme cela a été le cas à différentes époques de l'histoire des médias, nous sommes en présence d'aspects de rupture et d'aspects de continuité. Je prends un exemple récent, celui de l'avènement des technologies numériques à la fin des années 80, début des années 90. Là, il y a vraiment des éléments de rupture. Cela n'a jamais été possible auparavant, disons avant 2022 et même avant l'introduction des GAN. C'était impossible de créer des images à partir des mots, créer des images à partir de textes écrits dans un langage naturel, pas codifié. Et c'est là un élément de rupture à proprement parler, comme la possibilité d'interagir avec les espaces latents de ces modèles. Ces espaces latents, ce sont ces systèmes, ces grands systèmes de vecteurs, de data points, où les modèles d'IA ont appris à codifier, à inscrire toutes les données qui se trouvent dans leur training set de départ. Ce sont là des éléments de nouveauté, mais en regardant le domaine de la création artistique avec l'IA générative, j'estime que le rôle joué par les artistes demeure très important et nous en avons eu des témoignages dans l'intervention de Caroline Seller. Il faut faire une distinction entre la production d'une image et la production de l'art. Nous tous, nous sommes capables de produire des images, n'est-ce pas, à travers l'un de ces modèles. Pour produire des œuvres d'art, il faut que ces images entrent également, passent, comment dire, d'autres seuils, qui soient présentés dans des galeries, dans des musées, et doivent dépasser des seuils de reconnaissance. Ces œuvres doivent trouver un public. Et donc, il faut prendre garde. On ne peut pas confondre la possibilité de produire des textes avec la production artistique. Avec ChatGPT, nous pouvons demander de transformer n'importe quel texte en œuvre de Shakespeare, mais nous ne sommes pas pour autant devenus des poètes en vertu de cela. Voilà pourquoi je suis en défiance par rapport au modèle de démocratisation. La production d'images et de textes a été facilitée, mais faire, ça reste toujours quelque chose de complexe, de difficile, en dépit de ces modèles. Oui, merci de cette analyse, une analyse claire et lucide. Il a cité dans sa présentation les General Adversarial Networks, l'un des tournants de ces 15 dernières années. À partir de là, nous sommes arrivés à l'IA générative, etc. Nous tous, nous avons essayé d'utiliser ChatGPT. Quelques-uns d'entre nous ont essayé de s'entraîner avec Deep Journey. Peut-être avons-nous moins de familiarité avec ces formes, avec ces modèles. Et je voudrais demander à Vittorio Loreto, qui connaît ces technologies. À mon sens, c'est une tentative d'entrer dans la black box que nous avons citée à maintes reprises, de la manière dont ces modèles naissent, la production d'œuvres d'art ou d'images, en l'occurrence. Peux-tu nous donner une idée de cela? Oui, en quelques minutes. C'est une question formidable. Il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Mais vous avez tous vu, le prix Nobel de la physique de cette année a été décerné au père de l'intelligence artificielle, reconnaissant par là qu'il y a des pairs derrière tout cela. En réalité, tous ces modèles reposent sur la probabilité.
sur la capacité d'estimer la probabilité qu'une certaine séquence de caractères symboliques puisse arriver. Puis, il peut y avoir différents types de nuances. Il suffit de songer à ChatGPT. La chose fondamentale que fait ChatGPT, c'est de prendre un texte, supprimer une partie du texte et la remplir avec un texte alternatif sur la base des probabilités d'occurrence. C'est quelque chose qui, sur une petite échelle, le faisait déjà Claude Shannon aux États-Unis pendant les années 50. Maintenant, cela a été glorifié grâce à une capacité de calcul infinie, mais essentiellement la capacité de prévoir quel pourrait être le prochain caractère. Je ne sais pas si vous avez joué à un tel jeu. Imaginez deviner un texte en choisissant un caractère après l'autre. Vu que vous connaissez le langage, il y a redondance, et quand on lit I-N-T-E-R, on imagine qu'après, il y a un N, par exemple. C'est intéressant plutôt les GAN, Generative Adversarial Networks, parce que leur perspective est différente. Ils reposent toujours sur la probabilité, mais la manière de trier, de sélectionner la création se fait par deux agents antagonistes, comme s'il y avait un agent un peu cocasse, un peu fou, qui imagine de nouvelles combinaisons, nouveaux textes, nouvelles images, nouvelles vidéos. Et l'autre agent, lui, essaye de contrôler si ce qui a été créé est vraisemblable ou pas. Donc, dans l'imagine en gruyère que je vous ai montré, il y a un agent de contrôle qui voudrait comprendre si ce qui a été créé remplit un trou qui n'existait pas et c'est vraisemblable. C'est très intéressant de considérer ces structures. Et puis, il y en a d'autres, il y a d'autres systèmes. Le système Stable Diffusion, et il y en a bien des autres, mais tous reposent sur la capacité de faire la cartographie de la connaissance, des connaissances de l'homme. Cette connaissance ne sont pas générées par l'IA. On peut faire des généralisations dans le cadre des règles, mais si les règles changent, le monde, ces machines doivent réapprendre. Et je m'arrête là parce que la réponse m'amènerait trop loin. Vous avez cité Stable Diffusion, qui est le seul exemple le plus célèbre d'un système ouvert. Nous avons évoqué les formes propriétaires, Midjourney, qui est un produit de grandes plateformes, de grandes sociétés technologiques. Est-ce que dans un tel contexte, l'idée que c'est un système ouvert open source fait la différence? D'un point de vue technique, cela fait la différence, mais pas une immense différence. La différence fondamentale, c'est qu'un objet tel Stable Diffusion, nous pouvons le télécharger dans notre ordinateur et le contrôler. Cela ne signifie pas pour autant que nous comprenons ce que le système est en train de faire. Loin de là, le système boîte noire, la complexité demeure. Évidemment, si l'objet est une boîte noire parce que les algorithmes, les poids du réseaux sont propriétaires, il y a un problème supplémentaire, en ce sens que la démocratie est perdue. Seul celui qui pourra contrôler les algorithmes aura accès à une technologie supérieure, d'un niveau supérieur. J'ai peur de l'image Blade Runner. Beaucoup de technologies, mais il y a une technologie de première catégorie et de deuxième catégorie en fonction de la possibilité d'accéder à la catégorie de série A ou de série B. Alors, les systèmes ouverts, de ce point de vue, sont les bienvenus. OpenAI a tenu la promesse. Elle aurait dû être ouverte, elle ne l'est pas. Anthropic est plus ouverte, mais je voudrais conclure sur ce point. L'Union européenne, à l'heure actuelle, a une législation très avancée en matière d'IA. Malheureusement, elle n'a pas de grandes compagnies en Europe. Et donc, il y a une contradiction. Les compagnies qui sont basées aux États-Unis, voire même en Asie, et l'Europe, qui n'en a pas, mais qui a une législation très innovante. Et tôt ou tard, il faudra délier ce nœud. Bon, nous avons vraiment quelques minutes seulement. Si vous avez des questions, des réflexions, des remarques, des critiques, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il y a un micro baladeur quelque part. Grazie, Paola Antolini. Io sono
Je suis anthropologue, journaliste scientifique. Je m'appelle Paola. Merci aux organisateurs. Je serai rapide. Merci Caroline Zeller, merci Vittorio Loreto, Antonio Someni et Marco Motta de cette présentation très intéressante. Et merci à Gilles également. J'ai deux questions. La première, tout d'abord, une question pour Caroline, parce que nous en avions parlé. Produire comme image iconographique pour l'intelligence artificielle, comme vous venez de dire, les portraits d'un homme. Les portraits d'un homme. Pourquoi un homme, pas une femme? Est-ce qu'on est dans les stéréotypes? Ça, c'est une question gentille. Et après, pour tous les autres, on a ouvert un peu on a un peu découvert la galaxie de l'intelligence artificielle, créative, ouverte, gentille. Mais quels sont les coûts? Et vous-même, Caroline, vous avez fait aussi du travail pour Google. Quel est l'avenir de l'intelligence artificielle pour les pays qui sont moins développés? Vous voyez ça, pardon, et surtout quels sont les coûts au niveau environnemental, tout ce qui est invisible de cette beauté séduisante, attrayante, mais voilà. Merci beaucoup. Grazie. Allora, forse partirei con la risposta. Peut-être Caroline peut répondre sur le choix. Pourquoi avez-vous choisi un homme et pas une femme? En fait, j'étais partie de la représentation de l'homme par Léonard de Vinci. Et donc, je me demandais, en partant de cet homme de la Renaissance, qui était très incarné, avec son physique, voilà, très présent avec tout son corps, je me demandais qu'est-ce que ça serait la représentation de l'homme maintenant. Et donc, du coup, j'étais restée sur une représentation masculine. Et en effet, j'ai essayé de mixer un peu les deux en mettant un homme aux cheveux longs et donc essayer d'avoir quelque chose d'androgyne, mais je n'ai pas réussi à l'avoir suffisamment. Et ensuite, j'ai modifié cette image pour avoir justement le côté plus féminin, mais l'image ne fonctionnait pas bien, donc du coup, je suis restée là-dessus. Mais c'est en effet une question que je m'étais posée. Et merci, c'est une très bonne question. Grazie. Forse... Merci. Je vais demander à Antonio Someni un commentaire sur l'avenir, l'impact, comment dire, l'équilibre entre les nouvelles opportunités qu'offrent ces modèles d'IA générative et les coûts, qui ne sont pas que ces coûts-là, il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Oui, merci beaucoup de cette question parce qu'elle me permet de revenir sur les aspects politiques, énergétiques, environnementaux. Tout d'abord, à l'heure actuelle, calculer exactement les coûts en termes de consommation énergétique d'un prompt utilisé, ChatGPT ou Midjourney, nous ne pouvons pas encore calculer cela précisément. Mais ces coûts vont bien au-delà des coûts liés à la recherche sur Google. OpenAI et d'autres sociétés aux États-Unis sont en train de se lancer dans le domaine de l'énergie nucléaire parce qu'elles espèrent y trouver les ressources énergétiques dont elles ont besoin pour alimenter les modèles actuels et les modèles d'avenir. Donc, le coût énergétique est immense et cela pourrait être désastreux, à moins que demain, grâce à des modèles d'IA, on n'arrive pas à faire des découvertes bénéfiques concernant la gestion de la crise climatique. Et puis, il y a des problèmes de nature politique. À l'heure actuelle, Stable Diffusion open source, mais Stable Diffusion a été entraîné avec Lion FIB, créé par une équipe de l'Université de Munich avec une société états-unienne, Midjourney. Et puis, pour Midjourney, il y a des particuliers. Les modèles disponibles sont très peu nombreux et ils ont des limites de prompts interdits, d'images qui ne peuvent pas être affichées ou visualisées. Il y a tout un problème de contrôle de l'imaginaire, des possibilités de visualisation par ces modèles. Et puis, il y a toute la question du travail humain immense
travail qui est nécessaire pour entraîner ces modèles et pour produire des datasets et contrôler les produits. Tout le monde des click workers qui est sous-payé, sous-encadré, fourni par des dizaines ou des centaines de milliers de travailleurs éparpillés dans le monde qui sont embauchés par des plateformes telles Amazon Mechanical Work. Bref, il y a des problèmes économiques énormes, des problèmes éthiques aussi. Le problème est que plus les contrôles se multiplient, plus la production de ces modèles ralentit. L'avantage accumulé par les sociétés américaines risque et l'écart risque de ne pas pouvoir être comblé. Les autorités politiques au niveau européen devront tôt ou tard se poser ce problème. Oui, ce sont des problèmes colossaux, mais Antonio, tu as réussi à les lister très clairement. Je t'en remercie. On peut s'en arrêter là. Je remercie Caroline Zeller, Vittorio Loreto et Antonio Somaini qui ont animé la discussion. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Grazie mille.